Moi, Baba Mal, je suis panafricaniste. C'est pourquoi je regarde et je suis Amani TV. C'est la télé du continent africain. Suivez Amani comme moi. Merci. Bonjour, je suis Hamzat Boukari Yabara, historien, auteur de Africa Unite. Et j'ai le plaisir de vous retrouver au nom de Amani TV et partenaires pour cette nouvelle édition de spécial panafricanisme. Aujourd'hui, dans la continuité de l'histoire des mouvements de libération, nous allons nous attarder un peu sur l'histoire des Noirs américains. L'histoire des Noirs américains est assez particulière. Ce sont un groupe qui sont évidemment descendants des Africains qui ont été déportés aux États-Unis, en Amérique du Nord, et qui s'inscrit dans une sociologie particulière. Cette sociologie est liée au fait que les États-Unis ont déporté environ 600 000 Africains depuis le continent africain. Mais c'est par la reproduction naturelle que cette population est aujourd'hui à hauteur de plus de 40 millions de Noirs américains. Donc il y a eu un travail de reproduction de la part des États-Unis pour produire une communauté noire, pour produire une minorité noire qui n'a jamais été pleinement associée à la politique des États-Unis. Autrement dit, il existe aux États-Unis ce qu'on appelle une question noire. Ce sont les seuls Américains qui n'ont jamais demandé à venir aux États-Unis. Par conséquent, dès le 19e siècle, est né aux États-Unis des mouvements qui contestaient précisément l'américanité et la nation américaine. Ces mouvements, autour de figures comme Prince Hall, par exemple, estimaient qu'il fallait, tant que les Noirs étaient des citoyens de seconde zone ou des esclaves ou des individus ségrégués, refuser en tant que Noirs de payer d'impôts. Ce sont également des communautés qui se sont organisées pour vivre et survivre au système de ségrégation, dans des ghettos, parce qu'ils n'en avaient pas le choix, mais également dans des communautés autogérées, dont la plus connue porte le surnom de Black Wall Street. Il s'agit d'une de ces communautés noires américaines qui était autosuffisante, qui avait ses banques, ses commerces, ses entreprises, ses propriétaires, et qui a fait l'objet, il y a un peu plus d'un siècle, d'un bombardement de la part des autorités américaines qui ont détruit tout ce que cette communauté avait pu construire sur le sol américain. Parce qu'en fait, l'un des enjeux qui se posent aux Noirs américains, c'est précisément de se positionner. Sommes-nous Noirs américains, Noirs puis Américains, ou Américains puis Noirs? Quel est notre rapport à l'Afrique? Peut-on espérer, peut-on croire se développer, se réaliser quand on est sur le sol d'une nation qui a mis en esclavage nos ancêtres? C'est un débat qui a eu lieu à la fin du 19e siècle, qui a opposé ce qu'on appelait les intégrationnistes, ceux qui estimaient qu'il fallait s'intégrer à la nation américaine, et les émigrationnistes, ceux qui estimaient qu'il fallait quitter les États-Unis, s'installer en Haïti, s'installer au Libéria ou retourner en Afrique. Ce débat va ensuite donner naissance à ce qu'on appelle un courant séparatiste, noir américain, qui va être porté par différentes structures, dont l'une des plus importantes qui se met en place dans les années 1920-1930 sera notamment la Nation of Islam. La Nation of Islam, c'est dans cette structure que Malcolm X, qui est fils d'un père garvéiste, va être recruté lorsqu'il était en prison dans les années 50. Malcolm X, donc Malcolm Little, qui prend le nom de X en référence donc à l'identité perdue de son ancêtre africain, va développer dans la seconde moitié des années 50 et le début des années 60 un certain nombre de réflexions qui vont porter un nouveau mouvement de libération noire qui va prendre le nom de Black Power, la puissance noire. Ce mouvement de Black Power, il s'inscrit dans une volonté d'imposer un rapport de force vis-à-vis de l'État fédéral américain et d'imposer ce rapport de force en retournant contre les États-Unis les instruments de l'oppression américaine. Et parmi ces instruments de l'oppression, il y a 2 ou 3 valeurs centrales à l'américanité. La première, c'est le concept de propriété privée, qui explique pourquoi cette nation est fondamentalement esclavagiste et pourquoi la libération des esclaves
était quelque chose qui était inimaginable dans le concept de la propriété privée et qu'il fallait maintenir sous une autre forme les Africains libérés dans une forme de servitude. Et un autre élément central dans l'américanité, c'est le port d'armes. Et donc la question de l'autodéfense. S'armer pour se défendre contre quoi? Contre la menace que représentent les Noirs libérés et affranchis. Et donc toute l'histoire du rapport des Noirs américains à leur propre État, à leur propre gouvernement, est une histoire de rapport de force, est une histoire de répression, est une histoire de défiance, qui fait que dès les années 20, au niveau de ce qui deviendra plus tard le FBI, avec J. Edgar Hoover, on considère que tous les leaders noirs éminents, qui sont dans des logiques contestataires et incorruptibles, comme Marcus Garvey, comme Malcolm X, comme Stokely Carmichael, constituent une menace pour les intérêts nationaux américains. Par conséquent, dans les années 60, au moment où autour de Malcolm X, cette philosophie du Black Power se développe, eh bien, on voit apparaître des mouvements qui vont développer une idéologie politique plus aboutie. L'un de ces mouvements sera le Black Panthers Party for Self-Defense, le parti des panthères noirs pour l'autodéfense. La notion d'autodéfense est fondamentale. Il s'agissait d'une autodéfense fondée sur le principe juridique du droit de porter des armes, du droit également d'avoir un avocat, donc la question de la justice, et du droit d'avoir accès à l'éducation comme n'importe quel citoyen. Et donc le travail des Black Panthers dans différentes communautés et localités des États-Unis était un travail social auprès des enfants, auprès des élèves. C'était un travail également de veille au niveau de la communauté et c'était aussi, je dirais, un travail de conscientisation idéologique et politique qui empruntait un certain nombre d'éléments et au panafricanisme, notamment tout ce qui renvoyait à l'histoire de l'Afrique. Et donc on développe une branche qui deviendra plus tard l'afrocentricité, qui est largement fondée sur les traductions en anglais des ouvrages de Cheikh Anta Diop, sur les travaux de Théophile Obenga, sur les analyses que produit à l'époque Molefi Kete Asante et bien d'autres. Donc l'influence panafricaine. La deuxième influence, c'est l'influence du marxisme. C'est l'idée que, à travers cette idéologie qu'est le marxisme, on est en capacité d'expliquer l'intégralité des inégalités que subissent les Noirs aux États-Unis, puisque l'esclavage repose précisément sur la construction du capitalisme. Et donc pour sortir de la condition d'esclave et de néo-esclave, qui est celle des Noirs ségrégés ou déségrégés, eh bien il faut avoir une lecture matérialiste de la condition noire aux États-Unis. Et le lien qui est fait à l'époque entre ces analyses marxistes et cette restauration historique de la conscience panafricaine inquiète énormément les autorités américaines, qui vont donc déclencher contre les militants noirs américains ce qu'on pourrait appeler une vaste opération de liquidation qui va prendre le nom de COINTELPRO, le Counter Intelligence Program. C'est un programme de contre-intelligence, donc d'espionnage, d'infiltration, d'élimination systématique des leaders qui avait été pensé à l'époque pour lutter contre le communisme. Et pour les services américains, à cette époque-là, le Black Panthers Party et les figures qu'il incarnait, Eldridge Cleaver, Bobby Seale, Huey Newton, Stokely Carmichael, David Hilliard et bien d'autres, Helen Brown, étaient de véritables menaces pour la sécurité nationale. Alors on connaît l'épisode de Angela Davis, qui n'était pas membre des Black Panthers, mais qui avait été traquée dans le cadre notamment de l'affaire de George Jackson, son compagnon, auquel elle avait fourni des armes en prison, et dont l'évasion avait entraîné la mort d'un garde et la mort de George Jackson en personne. Donc on connaît le cas de Angela Davis, mais il faut surtout connaître le cas de Fred Hampton, qui était à la tête notamment de la section de Chicago des Black Panthers. Il faut évidemment se rappeler le cas de Malcolm X, qui, au moment où il est assassiné en février 1965, est très clairement en train de ramener ce mouvement de Black Power vers le panafricanisme et vers l'idée des États-Unis d'Afrique.
Et celui qui fera la jonction entre Malcolm X, Kwame Nkrumah, Sékou Touré et Fred Hampton, c'est Stokely Carmichael, qui va retourner s'installer en Guinée, qui va prendre le nom de Kwame Touré et qui va travailler auprès de Kwame Nkrumah en exil à Conakry et d'Amilcar Cabral à la constitution du All African People's Revolutionary Party, le parti révolutionnaire de tous les peuples panafricains. Et il va le fonder précisément sur une analyse rigoureuse du socialisme scientifique et sur le fait que le panafricanisme peut devenir une idéologie et un mouvement de libération abouti dès lors qu'il est en capacité de s'adresser et de poser la question de la lutte contre le système capitaliste. Et donc la lutte des Noirs américains va être quelque part décapitée à ce moment-là, à travers l'exil de la plupart des leaders. Certains iront en Algérie, seront accueillis par le Front de Libération Nationale, d'autres iront en Tanzanie, d'autres iront également à Cuba, et d'autres seront traqués, éliminés sur le sol américain. La réponse du gouvernement américain sera de développer ce qu'on appelle le black capitalism, le capitalisme noir. C'est de dire que pour couper court aux émeutes raciales qui éclatent à ce moment-là, il faut donner aux Noirs une télévision, une voiture, leur donner le confort de la société de consommation. Et qu'une fois qu'ils seront dans ce confort-là, ils abandonneront leurs idées, leurs espoirs, leurs lubies révolutionnaires. Ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, ça a été évidemment d'infiltrer la plupart des quartiers en faisant entrer de la drogue, en faisant entrer des armes et en détruisant le modèle familial afro-américain, lequel avait déjà subi plusieurs siècles de déstructuration dans le cadre de la traite et de l'esclavage. Un sursaut intervient dans les années 80, autour notamment d'une reconscientisation des milieux noirs américains autour de différentes questions. L'une est celle des réparations par rapport à la traite et l'esclavage. L'autre est celle de la renaissance d'une culture qui va, réorienter les dynamiques des gangs, et ça va être notamment la culture hip-hop, qui va mettre en avant précisément les luttes politiques et les luttes historiques. Et enfin, un troisième élément, dans ces années 80, va être effectivement l'apparition de nouvelles générations de leaders, dont un va reprendre l'héritage de Martin Luther King, ce sera le cas de Jesse Jackson. Et donc on va voir apparaître une vie politique noire américaine qui se pose de plus en plus la question du rôle qu'elle peut jouer dans ce bipartisme américain entre d'un côté les démocrates et de l'autre côté les républicains. Et c'est dans ce contexte-là qu'apparaissent notamment des lobbies qui tentent de défendre les intérêts africains, notamment dans le contexte de la lutte contre l'apartheid, en faisant pression et sur la Maison-Blanche et sur les multinationales américaines, en appelant la communauté afro-américaine, qui est une communauté qui dispose d'un certain pouvoir d'achat, à boycotter tout ce qui peut être boycotté dans le sens des intérêts de la libération de l'Afrique. Et donc cette conscientisation est en même temps traversée par une starification de la communauté noire américaine. On voit apparaître dans les années 90 de nouvelles structures, de nouvelles institutions, de nouvelles égéries qui font que les Noirs américains vont progressivement, s'autonomiser et constituer une sorte de classe sociale à part. Et c'est dans ce contexte-là, notamment, qu'une figure comme Barack Obama, qui n'est pas un Afro-Américain, mais qui est un Américain d'origine kenyane et hawaïenne, va apparaître dans l'histoire. Alors, son élection en 2008 ne peut pas être assimilée à une victoire du panafricanisme. Il faut bien comprendre que le système même des États-Unis d'Amérique est un système anti-panafricaniste. C'est un système qui repose sur l'impérialisme culturel, monétaire, militaire, qui repose également sur la capacité d'exporter la prédation et d'exporter la démocratie sous couvert du bien-être des populations, mais dans l'intérêt géostratégique des Américains et de leurs alliés occidentaux, de leurs valets occidentaux. Et c'est aussi une impossibilité quelque part de retourner ce pouvoir dans le sens des intérêts de l'Afrique. La plupart des présidents américains qui avaient d'autres origines, puisqu'on est sur une nation de colons, généralement
orienter leur politique étrangère en fonction quelque part de leurs origines. Beaucoup de personnes ont pensé que Barack Obama, parce qu'il est métis, parce qu'il est noir, parce qu'il a un parent africain, aurait été plus favorable aux intérêts africains. Ça n'a pas été le cas puisqu'il a effectivement participé au bombardement de la Libye, à la destruction de la Libye. Il a en revanche tenu un discours assez particulier et ambigu à Accra, où il a notamment souligné que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts mais d'institutions fortes. C'est un discours qui fait écho, par exemple, à ce que John Jerry Rawlings disait déjà quelques décennies plus tôt lorsqu'il disait qu'il était important de mettre en place des institutions qui, même si le diable venait à leur tête, le diable lui-même ne serait pas en capacité de les changer. Donc la question des institutions, elle est centrale. Et ce que nous pouvons tenir du combat des Noirs américains, c'est la manière dont ils ont produit leurs propres institutions. Leurs institutions universitaires, parce qu'ils ont leurs propres universités noires, les Black Historically College University. Leur économie, ils ont aujourd'hui leur propre réseau et circuit économique, même si tout n'est pas parfait. Leurs médias, donc les médias noirs américains, afro-américains sont relativement puissants, en tout cas sont les médias les plus puissants tenus par des Noirs aujourd'hui. Et également leur vision du monde, qui est, je pense, l'enjeu sur lequel aujourd'hui nous avons à travailler pour que cette vision du monde portée par les Afro-Américains se réancre de nouveau vers le panafricanisme. Et de ce point de vue-là, le travail qu'il y a à faire ou qu'il y a à repenser, c'est la manière dont ces Afro-Américains reviennent en Afrique à la recherche de leurs ancêtres, à la recherche d'une ancestralité qu'ils ont perdue, à la recherche de repères qu'ils n'arrivent plus à retrouver aujourd'hui. Comment, précisément, utiliser ces liens historiques, ces liens pluriséculaires, pour construire de nouvelles solidarités panafricaines. Je pense que l'un des enjeux du panafricanisme est là, c'est comment s'appuyer sur l'expérience des luttes portées par les Noirs aux États-Unis et comment, en même temps, construire des institutions qui permettent d'utiliser le meilleur de ces luttes-là dans le sens des intérêts de la promotion du panafricanisme et sur le continent et dans la diaspora. Ce sont en tout cas des éléments de réflexion que je vous livre à toutes et à tous pour que nous puissions, encore une fois, réfléchir sur comment faire du panafricanisme le mouvement qui va porter l'Afrique et sa diaspora le plus loin possible au cours de ce XXIe siècle. C'était donc une nouvelle édition donc, de spécial panafricanisme sur Amani TV et partenaires. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et je vous souhaite encore une fois une très bonne soirée. Merci.